Më ma gjithë dhe mërë si kemi ardhur. Pikës pari do të kërkojnë ndjes për vonesën, prisnim disa tjerë edhe nga që ishte pak e vështirë gjithë auditorit, prandaj dhe vonohen disa minuta. Ky është aktiviteti I parë I kësaj natyre organizuar nga Organizata e Studentëve Shqiptar me Dera, por sigurisht nuk do jetë I fundit. Do thoya se kemi nderin që ta hapim këtë cikël aktivitetesh me një personalitet të njohur mbi studimet e shumta të kryera mbi pellazgët si parasit e shqiptarëve dhe gjuhën shqipe si një element lidhës I drejt për drejt mes tyre. Mendoj se do ishte udhës që të bëj një prezantim të shkurtër të Dr. Mathieu Aref përpara se të jap fjalën. Dr. Mathieu Aref është francez me prejardhje shqiptare nga krahina e Matit. Ai ka lindur në vitin 1938 në Kairo të Egjiptit. Në vitin 1961 vendoset në Francë, ku dhe fillon kërkimet mbi pellazgët dhe gjuhën shqipe. Pas shumë vitesh kërkime, në vitin 2012 mbron doktoraturën në Sorbonne me temë kërkime mbi pellazgët në origjinën e civilizimit grek. Tani japim fjalën Dr. Mathieu Aref të na flasë më hollësisht mbi temën e sotme. Merci d'être venu. Je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pas assez. Je suis d'origine albanaise. Mes parents sont issus de très vieilles familles du nord de l'Argentine, et particulièrement Raymond, aux confins de la région de Meldi. Mes parents se sont installés au Caire, en Égypte, entre les deux guerres. Je suis né le 1er mars 1938 au Caire. J'ai 2 frères et une sœur. Nous les quatre enfants, avions fréquenté dès l'âge de 5 ans des établissements scolaires de langue française. Déjà à cet âge, on parlait 3 langues, albanais, français et arabe. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille, et 3 petits-enfants, 2 filles et un garçon. En Égypte, après le renversement du roi Pharaon par une junte militaire, beaucoup d'étrangers ont été spoliés de leurs biens par cette dictature militaire. Je suis arrivé à Paris le 18 janvier 1961 et le reste de ma famille en 1962. Pour mes parents, ce fut très pénible, car ils ont subi un 2e exil. Ils sont morts en France sans avoir revu leur patrie. Et leur vœu de mourir et d'être enterrés inhumés dans la terre natale n'ont malheureusement pas été exaucés. Quant à mes études, j'ai effectué des études classiques, bac littéraire, grec et latin, dans les écoles françaises du Caire, ainsi que des études supérieures d'architecture aux Beaux-Arts du Caire. Malheureusement, en France, je n'ai pu homologuer mon diplôme d'architecte. Il a fallu donc travailler très dur et tout recommencer à partir de zéro. J'ai fini par devenir plusieurs fois directeur de diverses sociétés. J'ai écrit 2 livres où je remets en cause l'histoire pré-hellénique ainsi que la linguistique moderne. J'ai également écrit plus de 200 poèmes classiques inédits, des essais philosophiques et métaphysiques inédits, et je suis peintre à mes heures perdues. Voilà, une vie bien remplie. De 1961 à 1995, j'ai compulsé de nombreux documents anciens et modernes dans les plus prestigieuses bibliothèques de Paris, glané diverses informations et relevé de nombreux indices quant aux plus vieilles civilisations européennes, dont celles des Pélages, des Étrusques, des Hellènes et des Romains. Puis de 1996 à 2001, j'ai entrepris à temps plein, je me suis mis en congé jusqu'à ma retraite, des études et recherches pluridisciplinaires sur les populations pré-helléniques et archaïques, particulièrement sur les nombreux peuples de souche pélagique, donc les Troyens, Phrygiens, Tyrènes, Étrusques, que les Grecs appelaient les Étrusques Tyrènes, Thraces, Dardaniens, Illyriens et leurs descendants actuels, les Albanais. Cet immense travail m'a permis de publier 2 livres.
Le premier en 2003, en français bien sûr, Albanie, Histoire et Langue, ou l'incroyable Odyssée d'un peuple préhélénique, collection Mnemosyne Paris, qui a été traduit en albanais, édition Pléiade, Tirana, en 2007. Le second en 2004, Grèce, Mycénien égale Pélage, ou la solution d'une énigme. À Paris, donc, traduit en albanais aux éditions Pléiade en 2008. Pour ne pas laisser dépérir dans l'oubli ces deux livres, j'ai décidé entre 2007 et 2012 de préparer une thèse dans le cadre d'un doctorat à la Sorbonne Paris 4. Le 3 janvier 2012, j'ai obtenu mon diplôme de docteur en histoire et civilisation de l'Antiquité. Actuellement, je suis en pourparlers avec une grande maison d'édition pour la publication de cette thèse, en français d'abord. Ensuite, celle-ci sera publiée en albanais, puis peut-être en anglais. Je pense que la première question à poser à ceux qui s'intéressent à la civilisation grecque est la suivante. Que savez-vous vraiment de la Grèce préhélénique et archaïque? En raison des connaissances actuelles et à cause du communément appris dans les écoles et universités du monde, la réponse ne peut être précise ni satisfaisante. En effet, il y a ce communément admis imposé par l'historiographie officielle. Il y a la vérité occultée, niée ou travestie. Il y a enfin une lecture unilatérale, tendancieuse ou incorrecte des plus anciens écrits grecs qui ont révélé un certain nombre de faits n'ayant pas été pris en considération par la communauté scientifique internationale. Mon travail a été d'étudier, d'analyser et de commenter ces faits et événements pour les mettre en lumière et dévoiler ainsi les arcanes de cette histoire ancienne. Les premiers auteurs antiques ne savaient pratiquement rien de leurs ancêtres et de leur passé historique. En effet, quand on approfondit l'analyse des écrits antiques, l'on s'aperçoit que l'on ne sait rien des Grecs avant le 8e siècle avant Jésus-Christ. Sauf ce que ces auteurs antiques ont laissé transparaître franchement ou en filigrane dans leurs écrits. Malgré ces écrits et leur méconnaissance de cette Grèce-là, les historiens modernes ont fait remonter les Grecs très loin dans l'échelle des âges, sans preuve aucune. Ils ont projeté dans un passé lointain des faits survenus tardivement, particulièrement après le 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est là le paradoxe de l'histoire de l'historiographie moderne. Il faut savoir que les Grecs anciens faisaient démarrer leur civilisation aux Jeux olympiques, 776 avant Jésus-Christ, aujourd'hui date très controversée et a diminué d'environ 50 ans. Et que les poètes Orphée et Musée furent les initiateurs de cette civilisation. Or, ces deux poètes ne sont pas mentionnés par Homère, ce qui signifie qu'ils n'existèrent pas à son époque. Pélops, éponyme du Péloponnèse, apparaît avec ses Jeux olympiques, dont il semble avoir été le fondateur. Les Grecs ont fait l'ancêtre des Atrides, dont Agamemnon et Ménélas dans l'Iliade. Soulignons au passage que le nom Atride vient clairement du mot albanais Atret. Atret, c'est en grec. Les Tosques l'appellent Etret. Il faut signaler que le dialecte grec est le dialecte le plus ancien. C'était le dialecte c'est le dialecte qui se rapproche le plus de l'ionien, c'est-à-dire de l'ancien grec. C'est l'ionien qui a donné aux Grecs une grande partie de leur langue. Pourtant, Thucydide appela ce Pélops étranger venu d'Asie. Mais paradoxalement, Achille, fils de Pelée et de Thétis, l'Anéaïde, héros de la fille homérique, Argos pélagique, n'apparaît pas dans les généalogies grecques d'origine étrangère. Toutefois, de nombreux auteurs modernes considèrent son nom comme n'ayant pas une origine grecque. Voilà donc la complexité historique et le brouillamini ethnique de la Grèce. Revenons maintenant à l'histoire archaïque pour constater que la Pélagie
fut occupé par une minorité de conquérants égyptiens avec Danaos, frère d'Égyptos, à leur tête, et Phéniciens avec Cadmos à leur tête, que je suis le seul à les avoir appelés sémito-égyptiens. Cela se vérifie chez de nombreux auteurs antiques, dont Hécatée de Milet, Hérodote, les poètes tragiques, Échille, Sophocle et Euripide, et d'autres auteurs non moins célèbres. Cela également se lit entre les lignes dans divers textes concernant la mythologie. Cette occupation se révèle dans les conflits incessants entre Athéniens autochtones et Lacédémoniens spartiates, doriens, d'origine sémito-égyptienne. D'ailleurs, cela a déclenché une guerre terrible d'hégémonie entre 431 et 404 avant Jésus-Christ, entre Sparte et Athènes, pour accéder au pouvoir. Les Athéniens ioniens ont toujours clamé haut et fort leur origine autochtone, puisque descendants des Pélages, nous dit Hérodote. Par rapport aux rois et chefs doriens, ils considéraient comme un peuple étranger et tard venu. Mais ceci n'apparaît pas dans les manuels d'histoire. On ne nous le dit pas. Notons toutefois que le peuple soumis par ces sémito-égyptiens, appelé plus tard Hélène, fut un peuple autochtone d'origine illérienne, les Périèques, les Pénestes et les Ilotes. Ilotes, ça se comprend clairement par l'albanais, Hil. Atochilban, Hil. Atochildan pour les Pélasbiens. Hunor, ou bon si que je trouve les métiers de Grec. Tout d'abord, il faut signaler que les Pélages, avant de se sédentariser, ça aussi, ça ne se lit pas dans les manuels d'histoire, on ne le fait jamais vu. Avant de se sédentariser dans la zone balkano-danubienne et avant de descendre plus bas dans les Balkans, Grèce, Crète, les îles de l'Égée ou l'Asie mineure, vers 6 à 7 000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'époque néolithique, furent un peuple nomade, habitant dans des abris naturels, cavernes, grottes, tout ce que j'ai appelé hommes des cavernes, ce qui colle bien, tout à fait bien, avec l'histoire de l'origine pélagique. Homme des cavernes, comme je dis pélagique, ça ne plaît pas à beaucoup d'Albanais. Ils auraient aimé être fils de Dieu, mais pas homme des cavernes. Ce peuple itinérant a raconté toute l'Europe, de l'Atlantique à la mer Noire. Ça aussi, on ne le dit pas. Ils ont donc fatalement laissé des traces de leur culture et de leur langue partout où ils sont passés. À l'époque paléotique, il y avait plusieurs types ethniques en Europe, le Néandertal, le Cro-Magnon, Homo sapiens, et finalement Homo sapiens sapiens, et j'ajouterai ce néologisme personnel, Homo pelasius. Donc, ce n'est pas à ces époques de nomadisme que l'ethnie pélagique s'est véritablement affirmée en tant que civilisation et ethnie à part entière, mais à partir du néolithique. Début de l'agriculture, domestication de certains animaux, construction d'abris sur terre ou sur l'eau, des lacs, pilotis, etc. Plus tard, ce fut le début de l'exploitation des métaux, cuivre, bronze, fer, argent et or. Et enfin, la découverte de l'écriture, c'est le début de l'histoire. Généralement, les historiens considèrent le début de l'histoire à partir de l'écriture. Ce n'était donc pas la seule création humaine en Europe, mais probablement la plus nombreuse et la plus évoluée, et également la plus dispersée. Par conséquent, mes études et recherches remettent en cause l'histoire pré-hellénique et archaïque de la Grèce telle qu'elle est présentée et enseignée dans les manuels scolaires et les instances académiques ou universitaires. Cet énorme travail a été couronné par ma thèse en doctorat. Il s'agit bien entendu d'un sujet iconoclaste,
sortant des sentiers battus. C'est à partir des années 60 que le déclic s'est déclenché. Ça a été l'aboutissement de 40 années d'investigation, de recherche, de prospection et de lectures assidues, et de 15 ans d'études et de recherche pluridisciplinaires approfondies, étayées par une argumentation fouillée, de nombreux recoupements, des références vérifiables, une documentation riche, ainsi que de nombreuses analyses et confrontations de textes d'auteurs anciens et modernes. Un travail énorme. Mes études et recherches sur les populations pandémiques s'appuient essentiellement sur les plus anciens auteurs antiques grecs et subsidiairement latins. J'ai donc vérifié, décortiqué, analysé, corrigé et commenté tous les écrits antiques inhérents aux populations ayant précédé les Hellènes. Toutes ces études et recherches m'ont amené au pélage sur lesquels mon attention s'est particulièrement focalisée. En effet, tout un faisceau d'indices concomitants, de recoupements variés, d'analyses approfondies et d'arguments probants qui, une fois rassemblés, témoignent de l'existence d'une grande civilisation ayant existé avant l'arrivée des Hellènes, qui leur doivent une part importante de leur langue et de leur culture. Cette civilisation est celle des antiques pélages qui ont essaimé dans toute la région balkano-danubienne, l'Égée, l'Asie mineure et l'Italie, par l'intermédiaire de leurs frères de sang, les Étrusques. Ces pélages formèrent une grande famille ethnolinguistique, comprenant d'innombrables tribus et non des ethnies différentes, comme on l'a souvent cru, dont les plus importantes furent les Phrygiens, Troyens, Cariens, Lyciens, Mysiens, Lydiens, Thraces et Illyriens. À ces pélages, nous pouvons associer les Lélèges, les Ibères et les Ligures. Mais l'historiographie moderne a commis la plus grave erreur en identifiant les hypothétiques Mycéniens à ces pélages, seuls prédécesseurs des Hellènes et non leurs ancêtres, comme l'affirment la plupart des auteurs antiques, dont Hécatée de Milet et puis des autres que j'ai cités tout à l'heure. En effet, les seuls Mycéniens connus des auteurs antiques grecs furent les seuls habitants de Mycène. En dehors du pélage, ces auteurs n'en connaissaient pas d'autres prédécesseurs. Voilà pourquoi l'histoire de la Grèce a été tronquée en occultant le rôle des pélages dans la constitution de la plus ancienne civilisation grecque. Voici donc schématiquement les éléments essentiels venant bousculer l'histoire communément admise. Entre parenthèses, quant à leur langue, je dirais tout simplement que le pélagique ancien, dont dérive l'Albanais actuel, a été la langue originelle parlée en Europe, l'Égée et l'Asie mineure, depuis au moins 6500 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire l'époque néolithique. J'ajouterais qu'une partie de ces populations, pour des raisons diverses, a migré vers l'Est, probablement aux alentours du 4e millénaire et les millénaires suivants, à un rythme plus ralenti. Ajoutons à cela qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, les troupes d'Alexandre le Grand, Alexandre III de Macédoine dit Alexandre le Grand, ont foulé le sol d'immenses territoires jusqu'à la vallée de l'Indus, voire aux confins extrêmes de l'Inde. Selon Arien, dans l'anabase d'Alexandre le Grand, dit que la majeure partie de son armée était d'origine thraco-illyrienne, macédonien, thrace, péonien, illyrien, agrien. Il disait peuples les plus robustes et les plus belliqueux d'Europe contre les races les plus indolentes et les plus efféminées d'Asie. C'est Arien qui le dit. Hein. Il y a presque 2000 ans. On fatalement, donc, toutes ces migrations volontaires ou involontaires, comme les soldats d'Alexandre s'étaient installés dans les régions conquises, ont fatalement laissé dans cette partie de l'Asie, allant de la Méditerranée à l'Indus, une grande partie de leur culture et surtout de leur langue. Il n'est donc pas étonnant de trouver des vocables communs à l'Europe balkano-danubienne et à l'Asie occidentale, centrale,
donc le sanskrit avestique toraya. Je fais une... Je pense que tout ce qui existe sur Terre, c'est grâce au pénage. Ils essayent de traduire ou d'interpréter n'importe quoi, des noms, quels qu'ils soient, n'importe comment, hein, grâce à l'albanais. Mais c'est un tort, parce qu'on ne peut pas tout expliquer par le pélagique. Le pélagique n'est pas à l'origine du monde. Ainsi, deux pans entiers de notre culture occidentale, déviés de leur fondement originel, sont la cause de l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui l'historiographie de la Grèce et la linguistique moderne. Celle-là s'est fourvoyée dans des considérations tendancieuses, voire idéologiques, ainsi que des erreurs de jugement, de fausses analyses, des pistes erronées et un manque manifeste de recherche pluridisciplinaire. Chaque savant s'enferme dans sa coupe d'ivoire, dans sa spécialité, et ne regarde pas à côté. L'historien ne sait pas ce que l'archéologue fait. L'archéologue ne sait pas ce que l'historien fait. Le linguiste ne sait rien d'autre que c'est ce qu'il a appris en linguistique. Quant aux linguistes, ils n'ont toujours pas trouvé l'origine véritable des principales langues européennes, grec, latin, celte, ainsi que le foyer primitif de la langue mère. L'historiographie moderne de la Grèce s'est donc engluée dans une sorte d'idéologie rampante où c'est tout simplement engouffré dans de fausses pistes ayant assemblé, voire tronqué l'histoire de la Grèce hellénique et archaïque pour les raisons suivantes. Voici les 12 paralogismes. Paralogisme, c'est-à-dire un faux raisonnement et fausses interprétations qui ont obscurci, voire dérivé l'historiographie réelle de la Grèce. 1. Avoir cru en une civilisation mycénienne qui n'a jamais existé, c'est ce nom, mais plutôt sous celui de civilisation pélagique, de l'avis de tous les auteurs antiques. Ça, on l'a occulté. Ce nom de civilisation mycénienne a été artificiellement créé par le pseudo-archéologue. C'était un commerçant, hein, il n'avait rien d'archéologue. Heinrich Schliemann, à la fin du XIXe siècle. Il faut dire que l'archéologie moderne n'a été créée qu'à la fin du XIXe siècle. La linguistique n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire presque hier. Donc, ce nom de civilisation mycénienne a été artificiellement créé par ce pseudo-archéologue. Cette dénomination a été reprise en chœur par la suite par tous les historiens, archéologues et linguistes modernes. Deuxièmement, avoir cru en une guerre de Troie ayant eu lieu entre 1193 et 1183 avant Jésus-Christ, date hypothétique, imposée sans preuve aucune par le mathématicien, même pas un historien. À cette époque-là, il n'y avait pas de documentation, ni d'archives. Par le mathématicien Érastosthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il a vécu entre 276 et 194 avant Jésus-Christ. Alors qu'il s'agissait d'une guerre beaucoup plus récente, celle de la colonisation de la Pélagie, devenue Hellade ou Grèce, et de l'Asie mineure vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les premiers Hellènes. Entre parenthèses, j'entends dire à gauche et à droite que les Grecs n'ont jamais existé. Les Grecs ont existé. Ça, c'est une aberration quand j'entends ça. Les Grecs, même s'ils ont copié, ils ont usurpé la civilisation pélagique, ils ont absorbé une grande partie de leur culture, mais ils ont existé. Mes recherches ont prouvé que ce sont des Égyptiens qui sont partis de la ville de Saïs, hein, donc Basse-Égypte, hein, c'était des Égyptiens. Quand on lit Échille, Sophocle, Euripide, ils le disent. Ils disent que Danaos, l'Égyptien, frère d'Égyptos,
et est arrivé à Argos avec ses 50 filles. Il a chassé le roi Pélasgos. Ce n'est pas des inventions. Mais on a occulté tout ça. Personne n'a voulu en parler. On ne parle pas de ça. C'est le sacré. Donc ces derniers ne sont pas cités. Les Hellènes, Homère ne les cite même pas. Ils ne sont pas cités dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée. Et quand apparaît une fois dans l'Iliade le mot Hélène, c'est une interpolation. C'est une introduction par les Grecs qui ont voulu faire croire à une autre histoire que la véritable. Donc ces poèmes sont de tradition orale pré-hellénique, transcrits dans la langue grecque et édités par Pisistrate au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Tout ça c'est écrit. C'est pour ça qu'on ne me dise pas que les Grecs n'ont pas existé. On a des documents, hein. C'est écrit noir sur blanc. Ce qui prouve qu'Homère, Homère ne les connaissait pas, donc il les a pas cités parce qu'il ne les connaissait pas. À son époque, le nom d'Hélène n'apparaît que chez Pindare au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et tout ça, on ne le dit pas. Troisièmement, avoir occulté la période muette, dite des âges obscurs. C'est une période bizarre, entre 1183 et 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 4 siècles, où rien de grec n'est perceptible. Et on met les Grecs là-dedans. En dépit de cela, l'historiographie moderne a fait remonter la civilisation grecque très haut dans l'échelle des âges. C'est ainsi que l'on a confondu égéo-crétois, minoens, hypothétique mycénien et grec. En conséquence, c'est à partir de cette hypothétique guerre de Troie que les historiens modernes ont basé toutes les autres dates de l'histoire de la Grèce. Tout est parti de là. Alors que tous les auteurs antiques du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ ignorèrent l'existence d'une civilisation mycénienne. Invention, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre pseudo-archéologue Heinrich Schliemann, ainsi que l'existence d'une telle date. Les seuls Mycéniens pour eux furent tout simplement les habitants de la ville de Mycène. Quatrièmement, avoir considéré l'Iliade et l'Odyssée comme des œuvres purement grecques, alors qu'il s'agissait de poèmes épiques de tradition orale pré-hellénique, lesquels ont subi des arrangements divers et autres modifications, interpolations, voire manipulations pour servir les intérêts des premiers conquérants hellènes, historiquement apparus, comme on l'a vu, après le 8e siècle avant Jésus-Christ. Ces poèmes, ainsi que l'œuvre d'Hésiode, Théogonie, puis les Travaux et les Jours, sont à la base de la mythologie dite grecque. D'ailleurs, tous les noms que je traduis ou j'interprète dans mon lexique, ce sont uniquement des noms de la mythologie grecque. Hein, les anthroponymes, les éponymes, les oronymes, les théonymes, etc. Je ne vais pas aller chercher des mots d'aujourd'hui ou d'hier, ou chez les Perses, ou chez les Anglais, ou chez les Allemands, pour dire, ah ben voilà, ça c'est Pédage. Non. Donc tout se base sur l'Iliade. D'ailleurs, si on n'avait pas eu l'Iliade et l'Odyssée, bon, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors ces poèmes, donc, bon, par voie de conséquence, cette mythologie n'a pas pu être grecque, mais pré-hellénique, ici d'une tradition orale récupérée et transcrite par les Grecs à leur arrivée dans le pays appelé Pélagie, parce que le pays s'appelait Pélagie. Son roi était Pélasgos et c'était à Argos. Argos, c'est dans le Péloponnèse oriental. Donc ces poèmes sont à l'origine de la mythologie grecque. Par voie de conséquence, cette mythologie n'a pu être grecque
mais pré-helléniques issus d'une tradition orale grecque, comme je viens de le dire, par les Grecs. Et d'autant plus que dans l'Iliade, Zeus est qualifié de pélagique. Et les pélages de divins. Les pélages sont divins. Zeus est pélagique, ce qui veut dire si les pélages sont divins, c'est qu'ils viennent de Zeus parce qu'il est pélagique. Et ça c'est dit dans l'Iliade, chapitre 16, 234-236. C'est pratiquement la seule phrase qui a échappé à la censure des logographes grecs. Sans cette phrase, je n'aurais probablement jamais entamé des études et recherches sur les pélages. Il y a eu plus de 40 ans. Cela a été pour moi une découverte précieuse et incommensurable. Donc, sans cette phrase-là, je n'aurais pas pu dire ce que je lis, écrire de livres et soumettre une thèse. Cinquièmement, avoir confondu la langue pré-hellénique et la langue grecque, et avoir appelé le linéaire B ancien grec, alors que les Grecs n'existaient pas à l'époque de cet alphabet. On voit bien que c'est une manipulation. On attribue aux Grecs une langue, une écriture, alors qu'ils n'existaient pas. Ils étaient encore en Égypte. Entre les prémices de la civilisation grecque stricto sensu, après le 8e siècle avant Jésus-Christ, et la période de ce syllabaire, donc de ce linéaire B, il s'est écoulé près de 5 siècles, sans qu'il y ait le moindre indice prouvant l'existence des Hellènes. 5 siècles. On n'a pas parlé des Grecs, alors qu'on les a mis dedans, dans l'histoire. On a cru que, ah oui, mais les Mycéniens, c'était les Crétois, les Égyptiens crétois, c'était des Grecs. Ventris et Chadwick, ce sont les deux savants qui ont cru découvrir le linéaire B, grâce à la langue grecque, n'ont pas cherché à inclure dans le cadre de leurs études et recherches d'autres langues que le grec, l'albanais par exemple. Ils n'ont pas pensé qu'il pouvait exister des traces substantielles du pélagique ancien, duquel est issu l'ancien grec, et a fortiori l'albanais moderne. Malgré leur découverte, ils n'ont pas modifié la perspective que nous avons de l'histoire grecque. Un coup d'épée dans l'eau. En effet, le déchiffrement du linéaire B a été tributaire du caractère fragmentaire et unilatéral de la documentation utilisée dans leurs travaux et déchiffrement de ce linéaire. Les mots et noms employés dans cette écriture, inspirés du linéaire A crétois, ne sont pas des textes littéraires et ne nous renseignent guère sur la civilisation ni l'histoire de cette époque. Dommage. Il s'agit souvent de répertoires ou d'inventaires comptables de toutes sortes de produits bruts ou manufacturés, dont certains noms dérivent de dénominations ou vocables souvent étrangers aux dits mycéniens, en raison des échanges surtout commerciaux. Ainsi, la portée philologique ou linguistique en demeure donc assez restreinte. Notons toutefois que les noms pré-helléniques des divinités de la mythologie figuraient déjà sur les cachets crétois dès l'époque des palais, 2000 à 1700 avant Jésus-Christ. Il est à noter que la plupart de l'onomastique des poèmes épiques s'expliquent moins par le grec que par le dialecte grec de l'Albanie du Nord. J'ouvre une parenthèse là-dessus. Les Grecs, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé, bon, c'était pas un désert, hein, c'était pas le Sahara, hein, ils venaient peut-être du Sahara, mais c'était pas un nouveau Sahara. Il y avait une civilisation, il y avait des gens, il y avait une culture, il y avait une langue. Et donc à leur arrivée, ils ont tout usurpé et ils ont fait croire que c'était des autochtones, que c'était des gens du pays. Ils se sont accaparés de la culture, ils ont trouvé des poètes, ils ont trouvé des rhapsodes, ou arènes,
qui récitait des morceaux de l'Iliade et l'Odyssée. Les rhapsodes, ces rhapsodes-là existent aujourd'hui en Albanie. En Albanie, aujourd'hui, dès qu'il y a par exemple un bord où il y a une dasm, où il y a une fête quelconque, il y a toujours quelqu'un qui va composer un poème, chanter, etc. Ces rhapsodes-là existent encore aujourd'hui. C'est une tradition millénaire. Et j'ouvre donc une parenthèse là-dessus parce que ces Grecs-là, ce que je vais dire ce n'est pas quelque chose de scientifique, mais c'est ce que je pense moi, d'après tout ce que j'ai pu faire, étudier, chercher. Donc, c'est une hypothèse personnelle. Quand ils sont arrivés, ces rhapsodes-là rassemblaient donc quand ils ne récitaient pas ça tout seuls, c'était pour une assemblée. Alors l'auditoire était autour de ce rhapsode-là, lui il était au milieu. Quand il terminait son poème, tout le monde s'exclamait « Ô mère !» Homère. Homère en grec, surtout dans la genre de maths, veut dire Homir, mère, aïe mère. Ça, c'est le grec. Homère, c'est-à-dire, voilà, c'est beau. Les Grecs, ignares, venant avec leurs sandales d'Égypte, croyaient que ce type-là s'appelait Homère. Voilà, c'est une parenthèse anecdotique, mais bon, ça valait le coup de vous la présenter. Évidemment, ça reste à prouver. Il y a des choses dont on pense, on croit, enfin, qui sont certainement vraies, mais qu'on ne peut pas prouver. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la langue albanaise, s'il n'y avait pas eu l'Iliade et l'Odyssée, si dans l'Iliade et l'Odyssée on n'avait pas dit que Zeus était pélagique, que les pélages étaient divins, je n'aurais pas écrit sur les pélages. Sixièmement, avoir sous-estimé, voire négligé l'existence des pélages. On n'en parle pas. Je discute avec beaucoup d'universitaires français. Ils ne connaissent pas les pélages. Et quand je leur explique, ils sont toujours sceptiques. En France, on est toujours sceptique. On est toujours anti quelque chose, on est toujours contre quelque chose. Alors quand je discute avec des universitaires anglo-saxons, ils me regardent avec des yeux grands ouverts. Oh, you are maybe right. Voilà la différence entre tous ces universitaires-là. Je ne parle pas des universitaires albanais, alors c'est la catastrophe. Alors donc, et puis n'avoir pas tenu compte des nombreux écrits antiques, ces écrits noirs sur blanc, tous ces écrivains grecs ont écrit. On a des documents, ils existent. C'est des archives. Qu'on ne me dise pas que les Grecs n'ont pas existé. Hérodote au 5e siècle écrivait en grec. C'était pas en albanais. Alors, donc, n'avoir pas tenu compte des nombreux écrits antiques des 16e, des 6e, des 5e siècles avant Jésus-Christ, qui ont clamé haut et fort que seuls les Pélages furent les seuls prédécesseurs des Grecs et non leurs ancêtres. Ils disaient bien que c'était les prédécesseurs, pas les ancêtres. Il y a certains Grecs qui aimeraient bien que les Pélages soient leurs ancêtres. Septièmement, avoir occulté que les dirigeants au roi dorien
furent d'origine sémito-égyptienne et que les Ioniens furent des pélages avant de devenir la civilisation. Eh oui. Hérodote le dit. C'est lui qui le dit. C'est écrit noir sur blanc. Les Doriens, les rois doriens se vantaient d'être des Égyptiens. Les rois, pas le peuple. Pour ça, moi, quand on me dit, quand je vois des Albanais, parce que moi, je lutte toujours contre un certain chauvinisme albanais, hein, qui veut que tout soit albanais. Hein. Non. Alors, plus albanais que moi, tu meurs. Hein. Alors, bon, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Hérodote le dit. Il dit que les Ioniens étaient des pélages qui sont devenus grecs après avoir appris le grec. Ce qui veut dire que le grec existait déjà. Qu'on ne dise pas que le grec n'existe pas, que le grec existe depuis 1830, depuis que Marco Boccia les a aidés à avoir l'indépendance. Non, ils existaient déjà. Hérodote dit que les pélages étaient avant eux et qu'ils sont arrivés après, et que les Ioniens étaient des pélages devenus. Ça prouve que ces Ioniens-là, c'était des pélages qui ont été soumis par un envahisseur qui s'est fait appeler Hélène par la suite. Avoir occulté aussi le peu d'études réalisées sur les pélages par certains chercheurs modernes. Et à ce sujet, aucune recension sérieuse n'a été effectuée. Il n'y a jamais, d'après mon directeur de thèse, je suis le seul à avoir fait une thèse sur les pélages, depuis Pausanias, c'est-à-dire depuis 2000 ans. On n'a pas écrit sur les pélages. On a écrit des bribes, hein, en cul-de-sac. Hein. Allez me dire, ah oui, les pélages sont anciens. C'est pas une étude, ça. C'est pas une thèse. Dire que les pélages... Excusez-moi, il y a un Français qui a écrit pas mal, Robert d'Angeli. Oui, non, maintenant je vais y venir, mais ça c'est récent. Ça. Je parle de ce qui existait avant et pas après d'Angeli. Avec d'Angeli, je ne suis pas d'accord. Je vous expliquerai ça plus tard, tout à l'heure si vous voulez, je vous dirai mon avis. Vous m'avez interrompu, je savais plus ce que je voulais dire. Bon. Moi, quand on parle de d'Angeli, je vois rouge. Oui, alors donc on ne parle pas de ça. Bien sûr, il y a un certain Faverial qui a écrit sur les pélages, mais ce ne sont pas des études, ce ne sont pas c'est pas des thèses. Hein. D'Angeli n'a jamais donné une référence adéquate. Hein. Mahamendi, hein, dire que moi je pense que, moi je ne dis jamais moi je pense que, je dis voilà ce que je trouve, hein, voilà ce que je vous dis. Hein. Ce sont des preuves, ce sont des arguments probants, hein, et non pas allez me dire, d'Angeli vous dit que les Arabes sont albanais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? C'est sérieux ça, monsieur? Bon. Ne nous fâchons pas. Bon, avoir inventé l'indo-européanisme, encore une connerie, c'est-à-dire une langue virtuelle qui n'a jamais existé. Tout le monde se gargarise en disant indo-européen. Les Albanais, c'est des Européens, comme c'est pour dire que les Albanais, c'est la fleur. Hein, les indo-européens, c'est magnifique, mais ça n'a jamais existé. Hein. Que dans la tête de tous ces linguistes de la fin du XIXe siècle qui ont élucubré. Donc une langue virtuelle qui n'a jamais existé, fourvoyée par de nombreuses controverses, et le fait d'avoir relégué les pélages et leur langue dans les oubliettes de l'histoire, les linguistes sont toujours à la recherche d'une langue mère. Malgré cet indo-européanisme qu'ils ont créé, hein, ils cherchent toujours hein, le Vatra et Juhas.
Dixièmement, n'avoir pas établi de lien ethno-linguistique entre Pélage, Étrusque, Troyen, Phrygien, Thraco-Illyrien et Albanais actuels. Ça aussi, on a occulté. Oh là, il ne faut pas parler de ces gens-là. Onzièmement, avoir négligé l'étude approfondie de la langue albanaise. Voilà, ça c'est le plus gros truc. Et particulièrement son dialecte gai. J'insiste. Depuis les premiers linguistes de la fin du XIXe siècle, cette langue a été considérée comme une langue indo-européenne à part. C'est comme ça qu'on a mis au placard. Sans aller plus loin dans les études et recherches. L'albanais, ça ressemble à rien, ça ressemble pas. Il n'y a aucune langue qui ressemble. Bon. C'est peut-être un des mots indo-européens, c'est sûrement indo-européen, mais on va la laisser de côté pour l'instant. Ils l'ont pas étudié. On parle de l'albanais comme ça, comme si je parlais d'un verbe, n'importe quoi, comme ça, n'importe comment. Depuis les premiers linguistes, donc, de la fin du XIXe siècle, cette langue a été considérée comme une langue indo-européenne à part, sans aller chercher plus loin. Depuis la découverte du linéaire B par Ventris et Chadwick en 1952, la linguistique s'est figée. Et les études et recherches à ce sujet se sont estompées. En dépit de toutes sortes d'intrusions linguistiques, en raison des diverses promiscuités dues aux nombreuses invasions, cette langue, pourtant, conserve les seules traces du vieux substrat pélagique existant actuellement en Europe. Cette langue est la seule à expliquer de nombreux anthroponymes, théonymes, toponymes, oronymes, etc., se trouvant dans les poèmes épiques. C'est là qu'il faut les chercher. Il ne faut pas aller les chercher dans la langue allemande ou anglaise, je ne sais pas où. C'est là. La base, c'est les poèmes épiques, Iliade et l'Odyssée. En annexe de ma thèse, j'ai créé à ce sujet un important lexique. À peu près une centaine de mots, où j'explique l'origine. Je n'élucubre pas, mais j'explique un mot et je révèle le contexte historique dans lequel ce mot a été créé ou utilisé. Contexte historique, géographique, social, peu importe. Donc il faut qu'il y ait des interconnexions, et non pas dire, ben voilà, ça c'est ce mot-là, c'est albanais. Non. Je vous expliquais tout à l'heure, je vais vous parler d'Achille, comment ce nom s'explique par l'albanais. 12e, enfin, mais j'en aurais d'autres à ajouter, hein, mais j'en ai mis que 12. Hein. Dans le cadre de leurs travaux comparatifs, les linguistes ont négligé le phénomène, voilà encore, quelque chose d'important, dont on n'a pas tenu compte, le phénomène chronologique de l'apparition de chacune des langues européennes étudiées. Alors que le pélagique alors que la langue pélagique proche de celle des Tyrrhéniens, Étrusques, Thraco-Illyriens et a fortiori albanais actuels, est, selon tous les auteurs grecs, on vient de le voir, beaucoup plus ancienne que le grec. Ce dernier étant quant à lui plus ancien que le slave, près de 1000 ans séparent le grec du slave. Les slaves sont arrivés au 7e siècle après Jésus-Christ, ils ne sont pas là. Hein. Maintenant, c'est le chapitre de la linguistique. La linguistique moderne, elle s'est fourvoyée dans son idéologie indo-européaniste. Je reviens, j'insiste lourdement. L'on a créé de toutes pièces une langue virtuelle appelée indo-européen. Et par la même occasion, un peuple, tant qu'à faire. C'est une langue, on va créer un peuple indo-européen qui n'a jamais existé, que dans la tête de ces gens-là. Puis l'on s'est évertué à effectuer des comparaisons multiples entre des langues anciennes grecques
latin, d'origine européenne, et des langues intruses d'origine asiatique et beaucoup plus récentes, comme le baltoslave, la langue finno-ougrienne ou allo-altaïque, ainsi que des liaisons faites avec le sanskrit, écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui est contemporain du grec, écrit, lui, en même temps, du temps de Pisistrate, au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Pisistrate a existé. Donc la langue grecque a existé, même si elle dérive du pélagique, hein, même si elle n'est pas tout à fait pélagique, mais elle a existé. Il y eut bien entendu de nombreuses interférences entre toutes ces langues, par la force des choses, la promiscuité des mouvements de population, les diverses conquêtes, les échanges commerciaux, etc. Mais les linguistes, dans leur système de comparaison, n'ont pas tenu compte du facteur chronologique de chacune des langues étudiées et de l'histoire inhérente à chacune de ces langues. On ne compare pas le slave avec les hiéroglyphes. On ne compare pas le slave avec l'albanais qui existe dans les Balkans depuis plus de 3000 ans. On va comparer le slave avec le grec. Mais on n'a pas parlé de l'albanais, hein. Attention, les Slaves, pour eux, sont là. C'est plutôt les Albanais qui viennent des Slaves. Hein. Cependant, de ce mélange hétéroclite, l'étude de ce mélange hétéroclite n'a pas abouti à une meilleure connaissance de la genèse d'une langue européenne, c'est-à-dire une langue mère, à l'origine du grec, du latin, lesquels ont influencé les langues arrivées assez tardivement en Europe orientale, telles le baltoslave, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, le finno-ougrien, donc le hongrois, le finnois et l'estonien. Donc quand on dit que les Estoniens sont baltes, ils ne sont pas baltes, ils sont géographiquement baltes, mais leur langue n'est pas balte. Les Bulgares ne sont pas slaves. Ils parlent le slave, mais ils ne sont pas slaves. C'est des Asiatiques, mais c'est encore une autre ethnie. On mélange tout. Parce qu'on ne va pas aller chercher la petite bête comme je le fais depuis 40 ans. La négligence de l'histoire des langues, la méconnaissance ou l'occultation de la véritable origine des Grecs via les Pélages et des latino-romains via les Étrusques ont conduit les linguistes à ne faire aucun rapprochement entre la langue albanaise, dialecte gai et tosque, issu du thraco-illyrien, et son ancêtre ethnolinguistique, le pélagique ancien, donc l'étrusque et le phrygien, qui sont très proches du thraco-illyrien. C'est dans cette direction qu'il aurait fallu rechercher cette langue mère de l'Europe, et par voie de conséquence, en situer le foyer originel, et non pas à partir de l'Inde, d'où le terme indo, associé à européen, indo-européen, comme si toutes les langues d'Europe viennent d'Inde. Je dirais plutôt euro-indien plutôt qu'indo-européen, mais c'est un micmac. Moi, parfois, heureusement que je garde mon calme, mais ça me rend fou quand je lis ce genre d'ânerie. Certains auteurs, pourtant contemporains, dont Mallory et Colin Renfrew, ont essayé d'aborder cette question du foyer originel, sans pourtant régler définitivement ce problème. Il est toujours ouvert, il n'a pas été réglé. Parce qu'on n'a pas encore cru que le pélagique, que l'albanais, dérive justement de ce pélagique. On ne veut pas le croire, on ne l'a pas cru. En conclusion, la plupart des linguistes, trop compartimentés et enfermés dans leur propre discipline, ont, dans le cadre de leurs études et recherches, négligé la part historique, ethnolinguistique et chronologique inhérente à chacune de ces langues. Les interprétations ou le décryptage des noms évocables étudiés dans mon premier livre sont
celui qui concerne l'Albanie, Shtiperia, qui est plus axé sur la linguistique plutôt que l'histoire. Le deuxième, c'est plutôt l'histoire. Mettons en évidence un lien entre le sens originel de ces mots, ce que je venais de dire tout à l'heure, et la signification qu'ils dégagent dans le cadre du contexte historique, mythique ou légendaire qui les entoure. Il ne s'agit donc pas de comparaison phonétique isolée ou fortuite. C'est pourquoi j'ai créé à ce sujet un lexique qui regroupe toutes mes études, donc cela, plus d'autres que j'ai étudiées par la suite, qui regroupe toutes mes études comparatives et explicatives concernant l'onomastique de l'Iliade et l'Odyssée. Presque 90% des noms de la mythologie s'expliquent par l'Albanie. Ces concordances se retrouvent dans les noms de dieux, de déesses et de héros légendaires, théonymes, anthroponymes, de héros fondateurs de cités, éponymes, les noms de dieux, les noms de lieux géographiques, toponymes, oronymes, des noms d'ethnies diverses, ethnonymes, et de noms communs que nous révèlent les textes antiques, et tout particulièrement l'Iliade et l'Odyssée. Surtout l'Iliade. Parce que l'Odyssée est beaucoup plus tardive. Elle a été écrite plus tard. La plupart de ces noms ont été repris phonétiquement, tels quels, par les Grecs, lors de leur transcription dans la langue grecque des premiers récits préhelléniques de la tradition orale pélagique. Mais les Grecs, ignorant le sens originel de la majeure partie de ces noms, ne se sont pas souciés de la signification exacte de chacun d'entre eux, et ils les ont gardés tels quels. Heureusement. Heureusement, parce qu'on peut les déchiffrer grâce à l'Albanie aujourd'hui. Heureusement qu'ils ne les ont pas traficotés. Parce que c'est encore un exemple supplémentaire, une preuve supplémentaire que c'est grâce à l'Albanie qu'on arrive à déchiffrer tout ça. Donc, mais les Grecs, ignorant le sens original de la majeure partie de ces ailes, ne se sont pas souciés de la signification exacte de chacun de ces ailes et les ont gardés tels quels. Ils leur ont par contre donné un sens ou une explication en grec s'éloignant du sens original. Évidemment, ils donnent un sens à eux, comme je vais l'expliquer tout à l'heure pour le prénom d'Achille. Ou bien ils ont parfois juxtaposé un autre nom écrit différemment et ayant dans leur propre langue la même signification. On appelle ça une tautologie. Et pour agrémenter cela, je citerai deux tautologies. L'une en Allemagne, le Malberg. Malberg. Berg, c'est mal. Malberg, c'est une tautologie. C'est-à-dire mal signifie berg. La même chose. Pourquoi? Parce que c'est ces pays-là, dans la très haute antiquité, étaient occupés par les Celtes, et les Celtes étaient des Illyriens. Je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais c'était la légende, c'est pas des légendes, parce que à ce moment-là, si on appelle ça légende, le Coran est une légende, la Bible est une légende. Non, il y a des vérités, dans la Bible, il y a certaines vérités. Bon, en dehors de celle que la femme sort d'une côte d'Adam, bon, il faut être débile pour le croire. Bon, mais en dehors de ça, il y a des vérités, parce que c'est une histoire qui a été arrangée à leur façon, hein, romancée et tout ce qu'on veut. Et donc, il y a toujours... ce ne sont pas des légendes. Alors donc, la légende dit que Keltos, éponyme des Celtes, Illyros, éponyme des Illyriens, et Galatos, éponyme des Gaulois, étaient frères. Bon, c'est une vérité. Mais si on laisse que cette vérité, hein, ce n'est plus réel. Il faut l'argumenter, apporter d'autres vérités, hein, qui vont venir
conforter cette vérité initiale. Donc on sait que les Illyriens, les pélages, douche au début c'était Dron. Dron après c'était devenu un nom générique, Dron, voilà ça c'est du Dron, hein, mais on a dû appeler le douche au début Dron. D'où le mot druide qui adorait les chênes. Ça prouve, donc j'apporte encore un autre élément qui prouve que les Illyriens étaient bien les frères des Celtes. En Auvergne, dans le centre de la France, il y a un mot qui s'appelle ouïr. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Le mot ouïr, c'était un liquide que les Gaulois, qui étaient aussi des Celtes, en pélage, ils s'habillaient comme les Albanais du Nord, avec des breaks. Hein. La break des Gaulois, c'est la break. Ça vient du mot albanais break. Et donc cette eau-là, les Gaulois la mettaient dans une sorte de bidou, hein, en peau de chèvre. Pour ramollir la peau de chèvre, ils mettaient une eau chaude, un peu chaude. Ouïr, en albanais, c'est le pluriel de eau. Eau, ouï, ouïr. Encore un élément, mais j'en ai des dizaines comme ça. Et quand un Albanais vient me dire, voilà, ça c'est un mot allemand, mais je l'explique en albanais, je lui dis oui, il faut l'expliquer comme moi je viens de l'expliquer, d'apporter plusieurs éléments pour me prouver que ce qu'il dit est vrai. Voilà, c'est pour ça que je me méfie de tout ça, et puis pour que les Albanais soient un peu plus modestes. Donc, où on est? J'étais où là? Ah oui, ben voilà, on revient au mot Achille. Donc voilà, après tautologie, voilà, tel est le cas, par exemple, du nom d'Achille chez les Grecs. Alors que les Grecs ont utilisé, ont expliqué dans leur propre langue par le sans-lèvres. Achille, le plus grand héros de l'Iliade, il s'appelait le sans-lèvres, Parbouze. Est-ce que c'est possible? C'est inimaginable. Inimaginable d'appeler le plus grand héros de la mythologie Parbouze. Ça s'agit pas trop. Et la signification de ce Parbouze, sans lèvres, Achilleus. Achille, Eus. Eus, c'est, par H13, c'est le suffixe que les Grecs utilisent. Aref, Arphos, peu importe. Arvanitas, Arvanit, Arvanitas, Tos, tous. C'est toujours le suffixe que les Grecs utilisent. Donc, Achille, Eus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Achille-là? Et par ailleurs, on s'aperçoit, quand on recherche, quand on étudie, que les Épeirotes appelaient Achille Aspeitos, aspect, ajouter os, aspectos. Que Aristote, parce que lui aussi il a quand même dit pas mal de conneries, c'est Aristote qui nous donne cette explication. On n'en a pas d'autre. Peut-être Diodore de Sicile. Enfin, peu importe. Alors, dans le premier cas, ce nom a été conservé intact. Et heureusement, Achille. Achille.
Achilet, Achil, Ach, Ilet. Pourquoi? Je ne l'invente pas. Et je ne dis pas ça comme ça. Il faut que j'apporte les preuves. Voici les preuves. Alors, donc, voilà, dans le premier cas, donc je vais lire mon texte et après je vais expliquer, c'est Ach, Ilet, le si rapide. Et dans le second cas, également, c'est le rapide, Ashpeit, Aishpeiti, Anshpeiti, Anshpeiti. Donc, deux significations que les Grecs nous donnent, qui n'ont rien de grec, mais qui s'expliquent par l'albanais. Et les deux sens se rejoignent. Ils veulent dire la même chose. Donc, dans les deux cas, si nous ajoutons le suffixe typiquement grec, os, ous ou eus, on arrive à akil, eus, aspect, os, ous, eus. On peut donc constater aisément que la langue grecque s'éloigne de la signification exacte et originelle du nom d'Achille, qui nous est donné indirectement par Homère, parce que ça a été conservé intact. En effet, ce dernier le qualifie presque partout et toujours dans l'Iliade de divin. C'est curieux. D'un côté, tout à l'heure, on a vu Zeus pélagique. Pélage divin. Et lui, il est divin, donc il est Pélage. Son nom s'explique par l'albanais, donc il est Pélage. Donc il n'y a aucun doute, Achille était Pélage. Il faut signaler, ça c'est des recherches approfondies que j'ai faites, que sur 58 citations des épithètes d'Homère dans l'Iliade, il y en a 18 qui concernent la rapidité. Bizarre. Achille au pied léger. Achille rapide. Curieux quand même. Hein? Mais personne n'a fait ces études-là. On est resté dans comment on dit en albanais, dans une sorte de RSI. Il faut signaler donc, bon, alors c'était Éacide, parce qu'on les appelait Éacide, bon, la famille d'Achille, ce mot-là je ne sais pas d'où il vient, je ne connais pas. C'était Éacide et fils de Thétis. Par contre, Thétis, c'était une Néréide, déesse de l'eau, des eaux. Ça vient Thétis, Déti. Encore un nom qui a été conservé intact. Déesse et Détet. Déti, la mère en même temps. La plus célèbre des Néaïdes est de Pelée, roi de Phthie, en Thessalie, Argos pélagique. Voilà encore l'Argos pélagique. Ce héros légendaire, chef des Myrmidons, fut donc honoré en Thessalie pélagique, celle d'Homère, devenue plus tard Pélagiotide, puis en Thesprotie, ancienne Pélagie. En l'occurrence, nous sommes loin de l'explication grecque sans lèvres, qui est une absurdité terrible pour un héros aussi important que lui. Bon, pour retrouver le pélagique ancien, considéré par les uns comme indo-européen, non indo-européen par d'autres, et langue maintes fois déclarée pré-hellénique et disparue, il nous faut maintenant étudier globalement la langue albanaise et surtout son dialecte gaélique du Nord, qui a été mis dans les oubliettes de l'histoire par le régime communiste d'Enver Hoxha. Cette langue est la seule en Europe capable de remonter le cours du temps et d'interpréter le langage antique, voire préhistorique de ces pélages, tant de fois maltraités tant par les historiens que par les linguistes. C'est donc à travers cette langue albanaise, véritable fossile et témoin vivant, que l'on retrouve non pas quelques bribes, mais une partie conséquente de ce pélagique ancien.
Ils n'ont pas laissé d'écrit, malheureusement. Heureusement qu'ils ont laissé l'Iliade et la langue albanaise. De nombreux linguistes rattachent l'albanais à un groupe indo-européen du nord de l'Europe, en raison de son en raison de son évolution structurelle. Rattacher une langue à une famille ou à un groupe de langues ne signifie pas qu'il s'agit d'un lien de filiation, mais d'une évolution structurelle, disent-ils. Ainsi, dans les langues indo-européennes du Nord, l'O, O, le O court, s'est transformé en A, alors que celles du Sud ont conservé l'O, le O. C'est donc pour cette raison qu'ils rattachent l'albanais aux langues du Nord. En voici un exemple flagrant, le mot nuit, Nantes. En albanais, Nantes. En allemand, Nacht. En lituanien, Nactus. Donc toujours le A. Nacht, A, Nacht, A, Nactus, A. Pour les groupes, le groupe septentrional, c'est-à-dire du Nord. Et Nox, O, Nox, Noctis, O, latin, Noctos, grec, pour le groupe méridional. Mais les rapports de l'albanais avec les langues du Nord de l'Europe ont été étudiés par de nombreux linguistes, dont Pedersen, Auger et l'éminent albanologue Norbert Jockel. Tout cela n'est-il pas normal quand on sait que c'est les régions du Haut-Danube, du Haut et Moyen Danube, ont été le berceau, le Haut-Danube et Moyen-Danube, ça a été le berceau de la civilisation des pélages. Pas forcément des pélages, je l'expliquais tout à l'heure. Donc ça a été le berceau ou le foyer originel des antiques pélasgo-illyriens, ou du moins l'une des étapes de leur pérégrination de l'Atlantique, Pays Basque, à la mer Noire, Caucase. Pourquoi je dis Pays Basque? J'ai déchiffré dans mon premier livre 86 mots basques, grâce à l'albanais. Le basque, c'est un bout du monde, hein, c'est l'Atlantique. Hein. Où est l'Albanie? C'est curieux. Cela ne veut pas dire, comme je préfère certains albanais, hein, que le basque est une langue pélagique, ou c'est l'albanais. Non. Une langue peut avoir des mots, certains noms pélagiques, mais elle peut ne pas être pélagique. Les pélages ont essaimé partout, ils ont laissé un peu de leur matériel linguistique et tout ça, quelque part, et puis ça a été un peu partout comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait des pélages. Les Iraniens n'étaient pas des pélages, comme je l'entends dire. Le sanskrit n'était pas du pélagique. Il faut quand même rester sur terre. C'est peut-être ma voix qui a fait un et oui, ce système commence à être controversé, plus personne n'y croit. Enfin, pour connaître la véritable histoire des pélages et de leur langue, il n'y a que les études et recherches effectuées dans les textes antiques qui peuvent nous renseigner à ce sujet. Les textes antiques. Les investigations précises et minutieuses qui nous permettent de convaincre tous les scientifiques du monde en leur démontrant qu'ils ont suivi de fausses pistes historiques et qu'ils se sont trompés dans la conclusion de leurs travaux. Il faut donc leur prouver, argument à l'appui, que les prédécesseurs des Grecs et les promoteurs de leur civilisation furent les pélages. C'est la première des choses qu'il faut faire, et non pas la langue. La langue, c'est subsidiaire. On ne les convaincra point en allant chercher des indices récents, de vieux symboles ambigus, ou en déchiffrant n'importe comment des vocables ou non grâce à la langue albanaise. L'on se couvrira de ridicule en leur affirmant que l'histoire du monde commence par et avec les pélages, et que tout s'explique grâce à la langue albanaise. Aucun scientifique sérieux ne croira à ça.
C'est pas par la langue qu'il faut prouver. Il faut prouver que les Grecs n'existaient pas. Il faut prouver qui étaient les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usurpé une civilisation qui n'était pas la leur. C'est ça qu'il faut faire. Et la langue vient après. C'est la cerise sur le gâteau. Aucun scientifique sérieux n'acceptera qu'on lui apporte d'abord des preuves linguistiques, légendaires ou symboliques. Cela, je le laisse à d'autres, auteurs ou vulgarisateurs, qui se sont engagés sur cette voie périlleuse. Agir de la sorte, c'est travailler à l'envers, ou si l'on veut, mettre la charrue devant les bœufs. La linguistique viendra seulement achever les conclusions des études et recherches historiques, archéologiques, ethnologiques et anthropologiques. C'est dans plusieurs domaines qu'il faut apporter des preuves, pas seulement dans la langue. C'est pour ça que la plupart des chercheurs n'ont pas compris qu'avant les Grecs, il existait autre chose. Ils n'ont pas cherché. L'historien n'a pas été chercher savoir ce que dit la linguistique, etc., les archéologues. Non. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu. Hein. D'Angély ne l'a jamais fait. Hein, d'études pluridisciplinaires, dans plusieurs domaines. Et chaque domaine apporte de l'eau au moulin de l'autre. Voilà donc la seule démarche scientifique à appliquer pour réviser scientifiquement l'historiographie de la Grèce et de la Rome antique. Cette démarche, je l'ai adoptée dans la préparation de ma thèse, écoutez-moi bien, où la linguistique n'a pas été abordée, que subsidiairement et uniquement dans les annexes en fin de thèse. En effet, ma thèse ne devait pas traiter directement de la linguistique. Mais j'ai fait en sorte, en bon albanais, que cette linguistique y transparaisse naturellement entre les lignes, en filigrane, par déduction ou allusion. La linguistique, je l'avais déjà traitée à fond dans mon premier livre, Albanie, Histoire et Langue, ou l'incroyable Odyssée de Petri. Pour conclure, mes travaux pluridisciplinaires apportent donc de nombreux éclaircissements, une argumentation fouillée, des analyses approfondies, comme je viens de le faire, des références vérifiables, des recoupements divers. Je ne parle jamais, je n'affirme jamais rien si je n'ai pas plusieurs recoupements, si je n'ai pas analysé à fond tel ou tel argument. De nombreuses confrontations de textes entre des auteurs anciens et modernes, tout cela afin de sonder et dévoiler les arcanes de l'histoire pré-hellénique et de la linguistique moderne, et enfin d'aboutir à la révision et la refonte de l'historiographie de la Grèce. Après ce long discours, voilà pourquoi cette thèse va à l'encontre du communément admis. Merci. Kemi pjesën e fundit ku ju mund bëni pyetje dhe i ftohen ju do ju përgjigjet. Përveç nga rasti që them se aty ka dy libra të doktor Aref, janë të dy në frëngjisht dhe mund t'i merrni një shumë të shtyshur për ty edhe Faleminderit.